Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabrielle Sanson. Bonjour. Bonjour. Bon retour. Merci. Oh, on est content de vous retrouver. Ben oui, le plaisir est partagé. Oui, avec ce petit congé de maternité. Gabrielle, on va parler aujourd'hui des conjoints de fait et la convention de vie commune. Oui. Ça, c'est long et large. Oui. Quels sont les droits et obligations? Comment peut-il se protéger? D'abord, est-ce qu'il y a une protection? Oui, évidemment. Donc, il y a des protections que les conjoints de fait peuvent avoir, mais il faut les connaître. Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est un petit peu de démystifier certains mythes, certaines informations fausses des fois que les gens ont puis qui se pensent protégés en étant conjoints de fait. Donc, c'est pour ça que je vous ai préparé un petit quiz vrai ou faux pour vérifier aussi vos connaissances. Moi, j'aime ça. On a fait un quiz l'autre jour avec Maître Dubé. Moi, j'aime ça. Je dirais que j'aurais pas eu une grosse note, là, mais quand même. Non, mais c'est parce que c'est souvent justement des questions que, de façon générale, les gens ont des fausses croyances. Donc, ça nous permet un peu de rétablir les faits en faisant ces petits quiz-là. Mais le fait, justement, de ne pas avoir une grosse note, ça démontre qu'on ne connaît pas ou peu les lois et règlements par rapport à bien des sujets. Donc, je trouve ça important. Alors, les conjoints de fait qui vivent ensemble depuis 5 ans ont les mêmes droits que les conjoints mariés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je dirais c'est faux. C'est faux. Dans le fond, bravo. Une bonne première réponse. Je suis pas réponse. au courant de vous le dire. Là, une première étoile. Elle ne m'a pas donné la réponse. Les gens pensent souvent, dans le fond, c'est que fiscalement, les conjoints de fait sont reconnus aussi. Donc, c'est sûr que quand ça fait 1 an qu'on fait vie commune, quand on a des enfants, au niveau des lois fiscales, on est conjoint de fait. Ce qui fait que les gens pensent qu'après un certain temps de vie commune, quand on est conjoint de fait, on a les mêmes droits que les conjoints mariés. Je vais vous donner un petit peu plus de détails tantôt, dans le fond, là, mais en principe, il faut retenir que quand on est conjoint de fait, on n'a pas les mêmes droits que les conjoints mariés. Jamais. Il faut que je dise que ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'anime une chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé, donc j'en ai appris beaucoup. Le conjoint seul propriétaire de la résidence commune peut hypothéquer les meubles sans le consentement de son conjoint non propriétaire. Donc, vous êtes conjoint de fait, vous êtes seul propriétaire de la maison, votre conjoint habite avec vous. Est-ce que vous pouvez hypothéquer la maison sans son consentement? Je dirais vrai, mais je ne suis pas sûr. Que vous pouvez hypothéquer? Oui. Dans le fond, vous pouvez hypothéquer sans le consentement, effectivement. Donc, comme on disait tantôt, le conjoint de fait qui n'est pas reconnu juridiquement. Ce qui fait que moi, si j'habite la maison qui appartient à mon conjoint, même si on paye les frais, on paye, tout est partagé, puis qu'on fait comme si c'était ma maison aussi, mon conjoint peut aller hypothéquer la maison, peut s'endetter, dans le fond, avec des gros montants sans que je sois au courant, sans que j'aie besoin de donner mon autorisation nulle part. OK. En cas de séparation, lorsque nous sommes reconnus comme conjoints de fait, il y a un partage égal des biens qui se font. Si vous vous séparez comme conjoint de fait, est-ce que vous allez avoir un partage égal de vos biens? Les biens, on prend par exemple les biens qu'il y a dans la maison. Est-ce qu'on dit c'est 50-50? On va évaluer les biens meubles, par exemple, puis on les partage 50-50, si on est conjoint de fait. Il n'y a effectivement pas de partage. Vous êtes très bon, bravo. On va vous donner des collants à la fin. J'ai bien retenu les leçons que j'ai apprises. Vous nous écoutez bien. Il n'y a effectivement pas de partage égal ou, dans le fond, avec les valeurs, comme c'est le cas pour les conjoints mariés. Donc, ça devient une question de preuve quand on se sépare comme conjoint de fait. Soit on s'entend, mais s'il n'y a pas d'entente, comme malheureusement ça arrive souvent, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'est-ce qu'on a payé chacun, quel bien nous appartient en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien qui vient régir le partage des biens à ce moment-là. Le conjoint seul propriétaire peut vendre sans le consentement de l'autre conjoint. C'est un peu comme l'hypothèque tout à l'heure. Exact. Je dirais que c'est vrai. Parfait. C'est vrai, dans le fond. Donc, encore une fois, le même principe que l'hypothèque. Moi, je peux me retrouver que, c'est sûr que peut-être que notre relation n'irait pas très bien à ce moment-là, mais je peux apprendre que mon conjoint a vendu la maison, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir habiter, puis que, dans le fond, moi, je n'ai jamais donné mon consentement. Puis, encore une fois, je payais tous les frais, mais mon nom n'est pas sur le titre d'acquisition. Donc, j'ai aucun droit de parole à ce niveau-là.
En cas de décès sans testament, notre conjoint de fait sera notre héritier et nous faisons vie commune si nous faisons vie commune depuis plus de 10 ans, je dirais que c'est faux. C'est faux, exactement. Ça, Maître Nathalie Dubé en a tellement parlé. Oui, on en a parlé. C'est important qu'on le rappelle. Il faut le rappeler souvent parce que c'est des fausses croyances. C'est pour ça que tout ce qui a rapport au conjoint, aux successions, au testament, souvent on a des informations qui se recoupent d'une chronique à l'autre, mais c'est des informations très importantes que les gens ont encore de la misère à assimiler. Donc, il faut rappeler. Mais encore une fois, même si ça fait 1 an, que ça fait 10 ans, que ça fait 15 ans, qu'on a des enfants ou qu'on n'a pas d'enfants, si on est conjoint de fait puis qu'on ne s'est pas protégé avec des documents, c'est sûr que jamais qu'on va hériter de notre conjoint. Donc moi, si la maison, pour prendre encore le même exemple, la maison appartient à mon conjoint en totalité ou on est 50-50 dans la maison, mon conjoint décède, il n'y a pas de testament, bien, c'est sûr que je me retrouve propriétaire avec mes enfants qui ont 6 mois et 2 ans. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu moins pratique. Encore là, le conjoint de fait va pouvoir récupérer certaines sommes en vertu de certaines lois fiscales, mais pas le patrimoine de son conjoint décédé, malheureusement. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, à un moment donné, si vous voulez faire des réparations sur la maison, et là, que vous avez un enfant de 6 mois et de 2 ans, dans le que fond, vous dans ce êtes temps-là, copropriétaire, qui décide pour les enfants? Au moment, très bonne question. Dans le fond, au moment du décès, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. Donc, il y a des conseils de tutelle qui vont être faits pour les enfants. C'est des gens qui vont représenter les enfants, qui vont s'assurer que tout est fait dans leur intérêt. Il va falloir voir aussi la maison. Est-ce qu'on la garde dans le patrimoine des enfants? Est-ce que c'est mieux de la vendre? Est-ce que moi, je rachète la maison de mes enfants? À ce moment-là, il va falloir que le tribunal me donne l'autorisation d'acheter la maison au montant que j'offre. Dans le fond, il va falloir que ce soit vraiment la valeur marchande de la propriété. Donc, encore une fois, si moi, j'ai investi beaucoup dans la maison, mais qu'on ne l'a pas écrit nulle part, ça se peut que je repaye une deuxième fois cette maison-là pour pouvoir la racheter. De là l'importance d'un testament. En cas de rupture de conjoint de fait, il pourra y avoir un calcul de pension alimentaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je dirais vrai. Que le conjoint pourra avoir une pension alimentaire. Oui. C'est faux présentement. Donc, il y a les enfants sont toujours protégés pour le droit à une pension alimentaire si on se sépare. Par contre, les conjoints de fait ne sont pas encore reconnus. On a vu dans l'actualité certains débats. Il y a eu Éric contre Lola, qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières années, que c'était la question, dans le fond, qui était débattue. Madame voulait avoir une pension alimentaire, dans le fond, puis ils étaient conjoints de fait. Donc, présentement, ce n'est pas reconnu. Probablement qu'il y aura des changements à la loi dans le futur. Mais en ce moment, encore là, si on a un des deux parents qui a moins de revenus, il y a des façons judiciairement d'aller récupérer certaines sommes, mais on ne pourra pas, comme ex-conjoint, recevoir un montant de pension alimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on tarde à légiférer de ce côté-là? Parce que quand même, je dirais qu'il y a beaucoup plus de conjoints de fait aujourd'hui que de gens mariés. C'est quand même, quand c'est des enfants d'impliquer, il me semble que ça devient important, essentiel. Et c'est sûr que de façon générale, les enfants restent protégés. Donc, comme je disais, il y a quand même les pensions alimentaires pour les enfants. C'est sûr qu'ils ne se retrouvent pas le bec à l'eau, puis que s'ils habitent avec le parent qui a plus de misère à subvenir à leurs besoins, il n'y a aucune pension alimentaire qui est versée. Ça, pour les enfants, c'est sûr qu'ils sont protégés. Pour le restant, c'est sûr que tout ce qui est question de loi, c'est long, c'est des longs processus. Il y a beaucoup de comités qui sont mis en place. Il y a beaucoup de questions qui doivent passer devant d'autres aussi. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que ça prend quand même plusieurs années. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler. C'est en processus de voir est-ce que ça pourrait être modifié aussi, mais on n'est pas encore rendu là. Et la dernière, les enfants nés d'une union de fait ont les mêmes droits que les enfants nés d'un mariage. Est-ce que c'est vrai? Je dirais vrai. Oui. Donc, comme je vous disais, là, les enfants, c'est sûr que c'est le bon... La bonne nouvelle, c'est que les enfants sont toujours protégés. Donc, c'est sûr qu'eux, financièrement, ils n'auront jamais vraiment de problème. Là. Donc, on s'assure de pouvoir subvenir à leurs besoins, peu importe que les parents sont ensemble ou qu'ils sont séparés. Donc, je vous dis bravo, vous êtes bon dans les questions. Oui, vous me donnerez ma note. Oui, mais je pense que vous avez un bon 6 sur 7. Là. Je pense que vous avez le droit à 3 étoiles. Ah, quand même. OK. Ça veut dire que j'apprends bien mes leçons quand on fait ces chroniques-là. Maintenant, quand on parle des conjoints de fait ne sont pas reconnus juridiquement, ils n'ont pas d'obligation envers les conjoints. Ça, c'est ce que je comprends, là, c'est que
c'est pas reconnu encore, donc c'est quoi? On se marie? Dans le fond, c'est que... Le mariage, as-tu encore... Il y a le mariage, c'est sûr qu'il existe encore. Le mariage apporte certaines protections, mais c'est sûr que le mariage n'apporte pas toutes les protections non plus. C'est sûr que à la base, mon opinion, je crois qu'il ne faut pas non plus dire on va se marier juste pour des raisons financières de par la suite, parce qu'il y a quand même des documents qu'on peut faire pour se protéger quand on est conjoint de fait. Donc, on a quand même parlé quelques fois du testament pour le décès, pour s'assurer que nos biens vont aux bonnes personnes à qui on veut, puis protéger nos proches. Il y a aussi la convention de vie commune, dans le fond, qu'on peut faire. Donc, quand on est conjoint de fait, il y a un contrat qu'on peut faire entre nous. C'est ce que je voulais un peu aussi parler aujourd'hui, que les gens sachent que ça existe. Bien sûr, c'est un contrat qui est fait vraiment en fonction de la situation du couple. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier avec les gens leurs besoins, ce qu'ils ont et tout ça. Mais ça nous permet de régir plusieurs choses. Par exemple, si... on achète une maison, on a des mises de fonds inégales. Par exemple, on a une mise de fonds totale de 20 000, mais moi, j'ai mis seulement 2 000 parce que ça fait pas très longtemps que je suis sortie des études. Mon conjoint a mis 18 000, puis on veut que ce soit équitable au moment de la revente de la maison. Ou que si jamais on se sépare, savoir comment on va partager ce montant-là, qui va pouvoir garder la maison. Ça, c'est des choses qu'on peut prévoir. On peut prévoir aussi de quelle façon on va procéder au partage des dépenses. Est-ce que c'est en fonction du salaire de chacun en proportion? Est-ce que c'est 50-50? Et encore une fois, si jamais on se sépare, si on a un compte conjoint, qu'on met des proportions différentes dedans pour payer les frais quand on va se séparer, de quelle façon on va partager ce compte-là. On peut prévoir des ententes qu'on a par rapport à nos enfants aussi. C'est toutes des choses qu'on peut mettre dans une convention comme ça qui nous permet... Souvent, les gens voient moins l'importance parce que quand on en parle, ça va bien. Quand on en parle, souvent, c'est au moment que les gens sont en train d'acheter leur première maison. Sont en amour. Sont en amour, sont heureux. Jusque-là, là. C'est ça. Le projet enfant, tout va bien. On pense aux fleurs qu'on va mettre en avant de la maison. Mais ça se peut. Puis, on le voit quand même beaucoup. Avec la pandémie aussi, les séparations commencent à être plus fréquentes. Ça se peut qu'on se sépare et qu'on ne s'entende plus par la suite. Heureusement, il y a certains couples qui se séparent encore, que ça va très bien. Mais dans le cas contraire, on va tomber dans des chicanes. Et quand on peut avoir certaines règles qu'on a établies comme ça, qui sont écrites, qu'on a signé le contrat, c'est sûr que ça permet d'éviter beaucoup de chicanes. Est-ce que la convention entre deux conjoints de fait, remplace le testament ou ça prend le testament aussi? Ça prend le testament. Dans le fond, la convention, c'est toujours des mesures qui sont établies pour quand on est vivant, pendant notre vie commune, après notre vie commune, savoir comment on va régler tout ça. Mais il vient aussi la question de quand on décède. Donc, quand on décède, le seul document qui existe, qui peut vraiment venir régir, nous protéger, les couples mariés peuvent avoir... par leur contrat de mariage, peuvent avoir fait une portion de testament. Donc, le contrat de mariage existe. Mais si on oublie la portion dans le contrat de mariage, le seul document qui va pouvoir nous sauver, dans le fond, c'est le testament. Donc, on a toujours les documents qui nous protègent pendant notre vie qu'on peut faire. Donc, juridiquement, on vient assurer nos arrières. Puis, au décès, c'est toujours le testament qui doit être fait. Donc, on ne s'en sort pas. Il nous faut un testament, c'est certain. Peu importe. Mais s'il y a séparation, là, il faut refaire le testament. Oui. Sauf si vous me dites, bien, nous, dans nos ententes, moi, c'est mon ex-conjoint encore, on a des ententes comme ça. C'est quand même rare que ça arrive. Mais il y a des chances qu'on doive refaire le testament, effectivement, pour venir enlever l'ex-conjoint qu'on pouvait avoir mis dans le testament. Et encore là, si jamais on se sépare, si on avait fait un testament qu'on laissait tout à notre ex-conjoint, et que sinon, ça allait à nos enfants. Bien là, maintenant, si ça devient nos enfants qui sont héritiers, on va peut-être mettre des mécanismes en place pour protéger les sous qu'on leur laisse, si jamais ils sont encore mineurs, au moment de notre décès. Peut-être qu'on va repenser la façon de protéger les fonds, étant donné que maintenant, on est séparés. Parce que s'il y a des enfants, on va toujours rester avec la personne, avec le conjoint et la conjointe. C'est sûr qu'il ne sera jamais loin. Enfant un jour, enfant toujours. Hein? Oui, c'est ça. En conclusion, en quelques secondes, on résumerait ça comment? Qu'est-ce que vous proposez à des gens qui... Bien, ce qui est important, c'est que les gens ont en tête qu'il y a moyen de se protéger. Là, on donne beaucoup d'informations. Il y a moyen, mais c'est important. Oui, c'est très important. Il faut s'informer. Donc, c'est vraiment une situation propre à chacun. Puis, ça vaut la peine au moins de juste s'informer ce qui peut s'appliquer à notre situation.
Très important et très intéressant comme chronique. Donc, les conjoints de fait et la convention de vie commune, c'est la chronique pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'informations et si vous êtes conjoint de fait et vous n'avez pas de document, moi, je trouve ça important de communiquer avec Maître Gabriel Sanson ou Maître Nathalie Dubé de l'équipe au 248-57-77. Le groupe Mallette Conseil juridique, alors c'est très important de communiquer puis de prendre de l'information. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.